Comme je l'ai abordé dans différentes vidéos précédentes, à une époque, je me suis intéressé fortement aux sociétés initiatiques de par le monde. Alors il y en a dans notre monde occidental, mais je n'étais pas bien au courant. J'ai approché un petit peu plus facilement, aussi paradoxal que cela puisse paraître, les sociétés asiatiques, bouddhistes, hindoues, chose que je développerai dans d'autres vidéos. Mais dans cette vidéo, je vais plus particulièrement aborder une société que j'ai abordée dans un deuxième temps, qui est une société initiatique pour le monde occidental, qui s'appelle la franc-maçonnerie. Alors, quand j'ai commencé à m'intéresser à ce sujet il y a un certain temps, j'ai commencé à en parler un petit peu avec les personnes de mon entourage, et à ma grande surprise, je me suis rendu compte que j'avais autour de moi un certain nombre de personnes qui connaissaient relativement bien, pour avoir fréquenté des personnes qui étaient francs-maçons, soit parce qu'ils étaient eux-mêmes francs-maçons, alors que je ne m'en serais jamais douté. Et lorsque j'ai montré un certain intérêt pour cette société initiatique, de même que pour d'autres d'ailleurs, puisque je me suis intéressé à une foule de sociétés initiatiques, comme je l'ai déjà dit, eh bien les langues se sont déliées autour de moi, et on a commencé à me parler. Alors cela a duré très longtemps, puisque j'ai approfondi ce sujet, comme j'en ai approfondi bien d'autres d'ailleurs. Alors au début, cela me paraissait simple. Pour moi, c'était comme le bouddhisme. Et puis je me suis rendu compte, en approchant les bouddhistes, qu'il n'y avait pas un bouddhisme, mais des bouddhismes. Pareil pour l'hindouisme. Il n'y a pas un hindouisme, mais des hindouismes multiples. Et c'est la même chose pour la franc-maçonnerie. Il n'y a pas une franc-maçonnerie, mais des francs-maçonneries. Au début, ça me paraissait un petit peu compliqué. Mais au fil du temps, avec les explications des uns et des autres, les choses se sont clarifiées pour moi. Et avant d'oublier tout ce que j'ai acquis, je fais donc cette petite vidéo qui donne une vision extérieure de ce qu'est la franc-maçonnerie pour les non-initiés. Cela va de soi, puisque les initiés, par définition, n'ont pas besoin de ce que je vais raconter aux non-initiés. La vidéo que je fais donc ici est une vision extérieure que l'on peut avoir de la franc-maçonnerie, qui est donc utile aux non-initiés, de manière à leur transmettre ces différentes connaissances qu'il est utile d'avoir lorsque l'on s'intéresse au sujet, que l'on veuille être initié soi-même ou pas. D'ailleurs, il peut s'agir d'une démarche permettant de se renseigner au préalable pour savoir si cela peut personnellement nous intéresser, ce qui est le cas de certaines personnes, ou sinon de la simple curiosité du fait qu'il s'agit d'une société qui historiquement a joué quand même un rôle important dans bon nombre d'événements, et lorsque l'on étudie l'histoire, forcément, on vient à s'interroger sur cette société qui a eu tellement de répercussions dans la Révolution française, dans la résistance lors de la dernière guerre mondiale, pour ne citer que ces événements-là. Lorsque l'on s'intéresse donc à l'histoire, il est incontournable à un moment donné de s'interroger sur cette société, ce que j'ai donc fait. La première chose qui m'est venue à l'esprit, ça a été: mais pourquoi êtes-vous franc-maçon? Qu'est-ce que ça vous apporte? Comment vous faites pour être franc-maçon? Et il m'a toujours été répondu que le franc-maçon était coopté. Alors coopté, au départ je ne savais pas trop ce que ça voulait dire, ce principe de cooptation. Cela veut dire en fait que l'on est choisi par des personnes qui font partie de cette société comme ayant un profil correspondant éventuellement à un franc-maçon. Ce sont donc les francs-maçons qui choisissent les personnes qu'ils vont initier dans leur entourage proche, puisqu'ils choisissent généralement toujours des personnes qu'ils connaissent très bien afin d'être sûrs de leurs valeurs morales, de leurs aspirations.
Ils ne veulent donc pas par définition de personnes qui viennent vers eux et qui leur disent « Coucou, je voudrais être franc-maçon ». Apparemment, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Cela veut donc dire que pour des personnes qui entendent parler de la franc-maçonnerie et qui seraient intéressées par cette démarche, c'est très compliqué. Il faut que ces personnes aient autour d'elles des francs-maçons. Mais le problème, c'est qu'on ne peut pas savoir qui il est ou qui il n'est pas. Les choses, par exemple, en ce qui me concerne, lorsque je me suis intéressé au sujet, se sont faites tout à fait par hasard, au cours d'un repas où j'ai abordé ça, comme j'aurais abordé n'importe quel autre sujet, avec des personnes qui se sont montrées intéressées, et pour cause, puisque c'était des francs-maçons et que je ne le savais pas, qui m'ont répondu. Et j'ai bien compris qu'il y avait un certain écho dans ce sujet que je venais de soulever tout à fait naïvement. Par la suite, cela m'a été confirmé lorsque certaines de ces personnes se sont dévoilées à moi comme étant des francs-maçons et m'ont proposé que nous en discutions ultérieurement dans un lieu plus discret. Alors ils ont tout d'abord voulu savoir ce qui m'intéressait dans la franc-maçonnerie et je leur ai expliqué que j'étais enseignant en littérature, en langue, en civilisation antique, et donc que j'avais bien compris l'importance des sociétés philosophiques, que l'on appelle les sociétés à mystère dans la Grèce antique, puis dans la Rome antique, qui trouvaient son expression, me semblait-il, chez les Templiers, puis les francs-maçons dans nos temps modernes. Et cela était donc la raison pour laquelle je m'intéressais à ces personnes-là qui apparemment existaient encore, et j'en ai eu donc la confirmation à ce moment-là. Mais le problème, c'est qu'on ne sait jamais qui c'est. Donc, bien sûr, en tant qu'enseignant en langue et en civilisation, on s'intéresse à l'histoire, on essaie de comprendre les dessous de l'histoire. Mais ces dessous de l'histoire sont justement rendus opaques par des personnes qui ne se dévoilent pas. Lorsqu'on étudie, par exemple, le déroulement de certaines guerres, certaines zones restent opaques parce que l'on ne sait pas que certains hommes politiques qui parfois s'affrontaient, comme George Washington, Lafayette, etc., étaient en réalité des personnes qui avaient un point commun, qui était la franc-maçonnerie. Mais ça, on ne l'apprend jamais dans les livres d'histoire. Et donc, on ne comprend pas les véritables tenants de l'histoire. Je pense qu'il doit en être de même dans le monde politique actuel, puisqu'il n'y a pas de raison que ça ait changé. Mais en ce qui nous concerne, les universitaires ou les étudiants qui étudient l'histoire, il nous manque un maillon. Et c'est ce maillon que j'ai voulu essayer de comprendre à cette époque-là. Comme cela peut également intéresser des personnes qui écouteront cette vidéo, qui tout comme moi, sont tout simplement curieux de mieux comprendre la société dans laquelle nous vivons, tout simplement. Après, bien entendu, au-delà de ça, on peut faire une démarche personnelle consistant à adhérer à la franc-maçonnerie et suivre soi-même une certaine évolution. Mais cela est autre chose. Cela est hors de notre cadre aujourd'hui. Je me place aujourd'hui dans le cadre de la personne extérieure, comme le seront les quelques personnes qui verront cette vidéo, je pense, qui s'interrogent sur cette institution et qui essaient d'en comprendre le fonctionnement. En cela, j'espère que ma vidéo leur sera utile. Donc, les premières questions qui m'ont été posées ont été simplement les questions que je viens d'évoquer. Qu'est-ce qui m'intéresse en la franc-maçonnerie, pourquoi je voulais en savoir plus, etc. Une fois les questions préliminaires évoquées, mes questions sont ensuite arrivées. Mes questions ont été les suivantes. Tout d'abord, qu'est-ce que la franc-maçonnerie? À quoi ça sert? Comment ça fonctionne? Et ils m'ont tout de suite dit que s'il n'y avait pas vraiment de secret en franc-maçonnerie, il y avait pourtant énormément de choses qu'ils ne pouvaient pas dévoiler. Et c'est là que ça m'a interpellé. Et alors ils m'ont expliqué que ce qui est secret, à part le secret d'appartenance, qui fait qu'un maçon peut dévoiler son appartenance à la franc-maçonnerie, mais n'a absolument pas le droit de dévoiler l'appartenance d'un autre franc-maçon à la franc-maçonnerie. Mais mis à part ce secret, qui est vraiment apparemment un secret incontournable, les principaux secrets résideraient principalement dans l'utilisation d'outils permettant l'évolution des membres et l'élévation du niveau de conscience. Alors là, j'avoue que cela parle. Quand on parle d'outils qui prennent leur base
dans un symbolisme tout à fait matériel. La base se trouve dans les outils utilisés par les constructeurs des cathédrales, tels que le compas, l'équerre, la règle, le niveau, des outils utilisés pour construire un édifice, une église, une cathédrale, peu importe. Ces outils étant repris par les francs-maçons pour se construire eux-mêmes, telle une construction intérieure, ce qu'ils appellent la construction de leur temple intérieur. J'avoue que cette notion est intéressante, parce qu'il est vrai que lorsque l'on pratique un sport, j'ai établi cette analogie, eh bien on a beau travailler seul, le maître, je parlerai ici d'arts martiaux, va prendre ce que nous sommes au niveau où nous sommes pour nous donner des outils nous permettant de devenir meilleurs. Et ce que l'on appelle les outils, ce sont des manières de faire, ce sont des manières de procéder, de nous entraîner, de nous mouvoir dans l'espace, de manière à être meilleurs. Et en ce qui concerne la franc-maçonnerie, a priori, ce serait la même chose, si ce n'est que la construction est la construction de notre être intérieur. Je suppose que l'on doit apprendre à se maîtriser, à être plus efficace dans différentes situations, mais je ne peux pas en dire plus, étant donné que l'on a refusé de m'en dire plus de l'extérieur. Je ne transmets donc ici, bien entendu, que ce que l'on a pu me transmettre, et donc que ce que l'on peut transmettre à quelqu'un qui n'est pas initié. Ensuite, c'est poser la question, pour moi, de connaître les prérequis. Que faut-il être pour être coopté pour devenir franc-maçon pour les personnes que cela intéresse? Alors, on m'a énoncé deux grands principes. Le premier grand principe est la foi en un principe créateur. Apparemment, pour la plupart d'entre eux, il est difficilement concevable d'être athée, en faisant bien la distinction entre l'athée, qui a une croyance ferme, qui est la croyance en la mort définitive au moment de la mort du corps, et donc la croyance en la mort de l'esprit en même temps que le corps meurt. Et l'agnostique, qui est une personne qui ne va pas être athée en réalité. Elle va s'appeler athée parfois, mais en fait agnostique se base sur la racine grecque gnosko, gnosko voulant dire connaître, je connais, et donc l'agnostique est celui qui affirme son incompétence à dire s'il existe quelque chose ou pas. Donc la caractéristique première, semble-t-il, du franc-maçon est de ne pas être un athée. Il peut être agnostique, dire je pense qu'il existe quelque chose, qu'il y a peut-être un principe créateur, mais je ne suis pas capable de dire s'il s'appelle comme ci ou comme cela. Il peut donc s'agir de personnes qui n'ont pas une religion précise, ce qui n'en fait pas forcément des athées, et bien peu de gens font la différence. Le principe de base demandé par la plupart des groupes, que l'on appelle également obédience, est donc la croyance en un principe créateur, et ils appellent cela le grand architecte de l'univers. Je trouvais cela intéressant parce que l'architecte, cela effectivement correspond bien à la notion de construction. Donc constructeur de cathédrale, construire son temple intérieur, devenir meilleur, plus efficace avec soi-même. Je trouve ça assez cohérent, effectivement. Le deuxième grand principe est la tolérance. Alors, à ce moment-là, on m'a expliqué que l'un des principes fondateurs du franc-maçon est d'être capable d'écouter l'autre, de manière à s'enrichir de sa manière de penser. Ce qu'ils appellent, eux, s'enrichir des différences. Et ils ont fait référence au Moyen-Âge, aux compagnons qui faisaient le Tour de France, ce qui correspond à nos compagnons du devoir finalement, ou les compagnons du Tour de France, alors qu'ils avaient terminé leur apprentissage et qu'en tant que compagnons, ne trahissaient pas leur art, mais enrichissaient celui-ci d'autres méthodes qu'ils apprenaient sur d'autres chantiers. Et pour cela, il ne fallait pas partir du principe qu'ils détenaient la vérité, mais au contraire, du principe qu'ils détenaient une vérité qui avait pour vocation de s'enrichir des vérités, des méthodes, des savoirs divergents des autres. Et en ce sens, le franc-maçon actuellement est une personne qui a pour base la tolérance, c'est-à-dire le fait de savoir écouter quelqu'un qui expose quelque chose
avec quoi on ne va pas forcément être d'accord, et d'y réfléchir sans forcément ni être d'accord, ni être en désaccord, mais simplement prendre le point de vue de l'autre comme un point de vue possible. Alors, il est vrai que cette notion de tolérance est une chose également très enrichissante, il faut bien le dire. Donc voilà le deuxième principe, m'a-t-on dit, indispensable pour détecter si quelqu'un est potentiellement initiable ou pas. Croire en quelque chose, quoi que ce soit, en un principe créateur qui implique la notion de morale, mais également la notion de transcendance, d'immanence. Parce que dès l'instant où l'on ne croit en rien, nous ramenons l'humain à une condition animale, tout simplement, qui naît, qui vit et qui meurt, sans que ses actes dans sa vie n'aient eu quelque conséquence que ce soit, ce qui est rejeté. Car à partir du moment où il n'y a plus rien après cette vie, nos actes n'ont aucune conséquence. Et il n'y a pas ce fameux paradis qui nous laisse miroiter qu'il faut bien se comporter pour y avoir droit dans l'après-vie. Et donc la notion de morale se retrouve donc totalement dépourvue d'intérêt. Or, pour le maçon, a priori, cette notion est importante. La notion de morale, de bienséance, est importante. Et quelqu'un qui sera donc un athée immoral, de surcroît intolérant, ne pourra pas être initié. À partir de ce moment-là, je commençais à avoir un profil de ces francs-maçons. Des personnes tolérantes, qui savent écouter l'autre, sans forcément être d'accord ou en désaccord, qui considèrent qu'il y a quelque chose après la vie sur Terre, sans savoir forcément quoi, mais qui, en vertu de cela, essaieront de se comporter correctement, pour le cas où après il y aurait quelque chose. Voici donc le profil général qui commençait à se clarifier pour moi. Mais ensuite, on m'a expliqué qu'il y avait différents groupes, qu'ils appellent cela obédience. Et que ces obédiences n'étaient ni plus ni moins que des tendances générales dans ces deux voies-là. Il y aurait donc une obédience principale issue des premières loges, qui est le terme hérité des constructeurs de cathédrales qui se regroupaient en loges de constructeurs, loges de tailleurs de pierre, loges de chaudronniers, et ainsi de suite. Ils ont donc repris tout simplement cette terminologie, et donc les regroupements s'appellent des loges, et les regroupements de loges s'appellent administrativement des obédiences. Ces choses, petit à petit, on m'en a parlé, on me les a expliquées, et puis je m'en suis souvenu. Et donc, ces obédiences françaises, héritières de la première obédience anglaise qui a remis au goût du jour la franc-maçonnerie en Angleterre au XVIIIe siècle, demande à ses membres de croire en un grand architecte de l'univers, c'est-à-dire en un principe créateur. Les Français, par contre, une fois que les Anglais imposant cette croyance se sont développés en France, n'ont bien entendu pas accepté cette obligation. Et là, s'est créé un autre groupe, une autre obédience, qui s'est appelé le Grand Orient de France, qui finalement a simplement enlevé l'obligation pour ses membres de croire en un principe créateur. Et donc les francs-maçons qui sont au Grand Orient de France peuvent croire en un principe créateur. Il y en a même certains qui croient en un Dieu précis, selon la religion qu'ils ont, et d'autres qui peuvent ne croire en rien. Cela n'est pas incompatible. Outre cela, mis à part que la tolérance est véritablement la caractéristique obligatoire dans toutes les obédiences, certaines obédiences ont tendance à regrouper des membres qui vont aborder des thèmes un petit peu plus sociaux, qui vont faire évoluer la société, et d'autres vont développer des thèmes un peu plus ésotériques, spiritualistes, qui vont un petit peu plus favoriser l'évolution spirituelle personnelle. Et en marge de cela, il y a un autre mouvement très intéressant, me semble-t-il également, puisqu'il se base non pas sur les religions judéo-chrétiennes, comme toutes les autres obédiences, mais sur une tradition beaucoup plus ancienne, qui ne rejette en rien les traditions judéo-chrétiennes, mais qui les intègre. Et il s'agit
d'une obédience qui se souche sur les traditions, sur la civilisation et sur la culture des Égyptiens de l'Antiquité. Cette obédience, si je me souviens bien, s'appelle Memphis Misraïm, qui voudrait dire les Égyptiens de Misraïm, qui était la capitale de l'Ancien Empire, ce qui est tout à fait cohérent. Alors, cela est également très intéressant, car il est vrai que si on se base sur les traditions judéo-chrétiennes, on remonte malgré tout à 2500 ans. L'Ancien Testament, le Nouveau Testament, éventuellement d'autres écrits comme la Torah ou le Talmud ou le Coran, mais on ne remonte pas plus loin. Alors qu'avec la civilisation égyptienne, on remonte au berceau de nos civilisations, puisque civilisation égyptienne et mésopotamienne sont étroitement imbriquées. Voilà donc ce que l'on peut dire globalement de la franc-maçonnerie. J'aborderai de nouveau ce thème dans d'autres vidéos, puisque celui-ci semble intéresser beaucoup de gens. Je m'y suis intéressé et donc, bien entendu, j'ai récolté une foule de renseignements qui peuvent être transmis à des non-initiés, puisqu'on me les a transmis. Et en ce sens, je pense qu'il peut être intéressant d'en faire part aux personnes qui s'intéressent à ce sujet comme je m'y suis intéressé, et qui pourront donc ainsi bénéficier des renseignements qui m'ont été transmis et que je peux donc également transmettre de manière tout à fait licite, sans rien trahir, puisque dans ce que je dis, comme je le répète, il n'y a rien à trahir, étant donné que ce qui m'a été dit à une personne extérieure qui a simplement essayé de comprendre ce qu'est la franc-maçonnerie par simple curiosité en tant que personne extérieure.